c'est horrible. J'ai rendez-vous avec la maman de Corentin. Allez, vas-y, sportif. J'y vais. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Il va falloir que je trouve un moyen pour lui expliquer que son fils est infernal en cours, alors qu'elle passe son temps à m'envoyer des mails pour m'expliquer que c'est un petit génie qui s'ignore. Oui, est-ce que la maman de Corentin est arrivée? Oui, Corentin. Oui, Corentin. Corentin, oui. Je sais que c'est Corentin. Bonjour madame, oui, non, mais votre fils est parfait, non, exceptionnel, vraiment, rien à dire, rien à redire. Ça va, c'est bon, hein, c'est facile de dialoguer avec des familles. Et à tous, bienvenue dans cette vidéo, qui s'adresse à la fois aux parents, aux enseignants, surtout peut-être aux nouveaux enseignants néo-titulaires qui se poseraient des questions pour savoir comment je noue un dialogue avec une famille, comment je fais pour entretenir une bonne relation avec les parents d'élèves, puisque on oublie assez souvent qu'en réalité les parents sont nos amis, mais surtout les parents sont nos alliés et que l'école se co-construit avec plusieurs personnes, donc les professeurs, les élèves, mais aussi leurs parents, et oui, qui font aussi partie du coup du système éducatif et qui sont à prendre en compte. Alors, en général, quand on débute le métier, on est surtout très focus sur on doit enseigner notre discipline et on doit apprendre à gérer en parallèle notre classe et les élèves dans sa classe. Sauf qu'on oublie très régulièrement qu'il y a d'autres personnes à prendre en compte et notamment que ces personnes, ce sont les parents d'élèves. On va pouvoir se retrouver avec plusieurs choses, c'est-à-dire soit des établissements scolaires où on a des parents qui sont ultra présents, très impliqués, voire parfois trop impliqués et surimpliqués, ou à l'inverse, on va pouvoir se retrouver des fois avec des établissements scolaires où on a des difficultés à communiquer avec les parents. Et donc, tout l'objectif de cette vidéo, c'est vous expliquer comment on peut essayer justement de dialoguer avec des parents, de construire quelque chose ensemble parce que, comme je vous disais, c'est quand même des acteurs qui sont essentiels dans la vie de l'élève, mais aussi pour l'enseignant. Et vraiment, à partir du moment où on arrive à travailler avec les familles, déjà, ça peut aider donc pour construire des projets avec l'élève, des projets d'orientation, le raccrocher au système éducatif, comprendre aussi le comportement d'un élève vis-à-vis aussi de sa culture familiale, de l'environnement dans lequel il s'établit, de son contexte socio-économique. Et nous, enseignants, faut pas oublier une chose, c'est que les parents, ce sont pas nos opposants, ce sont nos alliés. Et à l'inverse, parents, il faut aussi, même si j'entends que parfois ça peut être compliqué, mais l'idée c'est d'avant tout d'essayer d'établir un dialogue, de communiquer, puisque je rappelle que parents comme enseignants, normalement, ont un objectif qui est commun, c'est celui de permettre aux élèves de s'épanouir, mais surtout de réussir. Première chose, si déjà vous voulez avoir une autre vidéo sur dialoguer avec les familles, j'en ai fait une avec École Uma, et je vais beaucoup du coup m'inspirer de cette vidéo qu'on avait fait donc sur la chaîne YouTube Être prof, si jamais vous voulez la voir, elle est géniale, je suis en tenue de salopette, de jardinière, c'est merveilleux, fantastique. Et si j'ai choisi le mot cultiver, ce n'est pas pour rien, car cette relation entre les parents et les professeurs, c'est un peu comme un jardin qu'on va devoir entretenir avec soin. D'où la tenue. Et pour avoir une belle récolte, il n'y a pas de secret. Ça prend du temps. Voilà, merci Romain pour tes idées incroyables à chaque fois. Donc, je contribue avec École Uma et j'ai fait quelques vidéos, des tutos avec eux et aussi des articles. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du coup sur leur site. Et du coup, je vais reprendre quelques éléments de cette vidéo parce que j'avais trouvé qu'elle était intéressante. Et du coup, je vais un petit peu m'en servir pour cette vidéo. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, on a très longtemps pensé l'école en fait sans les parents. C'est-à-dire qu'avant, l'école, c'était l'enseignant et les élèves. Et l'idée, du coup, c'était de bourrer le crâne des élèves avec plein de connaissances et on leur demandait pas de réfléchir, de même qu'on ne demandait pas non plus aux familles d'avoir un avis sur la question et sur ce qui se passait dans l'école. C'était vraiment entre le maître et l'enseignant. Et monsieur Jules Ferry, un homme charmant qui certes a rendu l'école gratuite, laïque et obligatoire, a aussi du coup dit que seul l'État avait le droit d'enseigner. Et c'est pour ça que je rappelle quand même que ça s'appelle à la base l'éducation nationale. Alors certes, pour que ce soit national et que ça concerne tout le monde, mais c'est surtout que Jules Ferry, il faut pas oublier une chose, on est sous la Troisième République, on est sur un argumentaire qui est républicain et qui a surtout pour objectif d'expliquer que l'école en fait est faite pour libérer les enfants du carcan familial et en gros du bourrage de crâne que pourraient leur faire les parents afin justement de leur permettre de devenir de bons petits républicains. Donc l'école était censée les éduquer là où la famille finalement
avaient mal instruit ou mal éduqué. Donc, comme je vous disais, ça partait quand même assez mal pour l'école de la confiance qu'on essaye d'avoir maintenant. Non pas que je pense qu'aujourd'hui l'école est devenue parfaite, hein, mais on s'entend. Donc, comme je vous disais, dès le départ, on avait quand même une méfiance qui était entretenue entre les familles et l'école. Donc, clairement, ça n'incitait pas spécialement les parents à s'engager. Ensuite, nous avons eu 2 guerres mondiales qui, alors, ont resserré les liens, je ne sais pas, qui les ont desserrés ou resserrés, ça dépend. Mais en tout cas, on a eu de nouveaux discours qui ont émergé. Et notamment dans les guerres, ce qui était intéressant, c'est qu'on encourageait justement les familles à avoir un lien avec l'école et un contact qu'on estimait indispensable. Alors, on est d'accord qu'il y a toute la propagande, le bourrage de crâne, la propagande de guerre, mais on a aussi du coup une première fois les parents qu'on invite à l'école, même si on restait encore surtout sur un lien entre le maître, un petit peu comme le père de famille. Donc on était quand même sur une posture qui était très autoritaire, avec une approche aussi militariste, puisque bon, avant-guerre, après-guerre, enfin on est quand même sur un peu du bourrage de crâne et de la propagande, mais l'avantage c'est que les parents ne sont plus les ennemis de l'école, ce sont en fait des co-éducateurs, on va dire, même si le rôle à la base, enfin encore à cette époque, était très autoritaire et très basé sur le fait de réprimander. Donc on est ici sur des discours, en tout cas idéologiques, qui ont été ancrés de génération en génération. Et, comme je vous le disais, du coup, en fait, cette construction historique explique pourquoi les familles et l'école, c'est pas forcément toujours facile, parce qu'il y a un espèce de mur qui s'opère entre les deux. Or, depuis du coup la loi du 8 juillet 2013, donc bien des années plus tard, on a créé ce qu'on appelle du coup l'école de la confiance. Et alors attendez, parce que là il faut que je vous le sorte. Cette école de la confiance met en avant la coéducation comme l'un des principaux leviers de la refondation de l'école. Je vais vous le traduire en termes un petit peu moins barbares, mais en gros ça signifie que désormais les parents sont invités à participer de manière active avec les enseignants, donc justement dans l'objectif qu'on soit sur une réussite de tous les enfants, mais surtout qu'on soit sur une co-construction de l'école en commun. Et donc l'institution scolaire a également pour rôle, oui, d'accompagner les élèves, mais avant tout d'accompagner les familles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple des familles qui ne savent pas se servir d'internet, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant c'est assez rare qu'on ait des familles qui soient déconnectées au total. Maintenant par contre, il y a le fait de savoir se servir d'un téléphone ou d'aller sur un ordinateur, et il y a le fait de savoir maîtriser les outils de l'éducation nationale. Parcoursup, EduConnect, Affelnet, enfin tous les trucs en net, qui même pour nous enseignants sont obscurs, parce que les plateformes de l'éducation nationale ont une forte tendance à changer chaque année, parce que c'est toujours pratique, n'est-ce pas, de changer tout chaque année. Et donc du coup l'école, elle est aussi là pour pouvoir permettre aux parents de venir trouver à l'école les ressources nécessaires pour comprendre ces plateformes et pour pouvoir les accompagner. De même qu'il y a des outils qu'on peut proposer aux familles. Si je prends par exemple des élèves qui auraient des difficultés financières, des familles qui ne s'en sortiraient pas financièrement, il y a des aides aussi, des bourses qui peuvent être accompagnées. Et ça, en fait, c'est des dispositifs qui existent à l'école, alors pour les enfants, mais qui, en fait, finalement, viennent en aide à la famille. Et du coup, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, l'école, oui, elle est là pour l'enfant, mais en fait, l'enfant ne peut s'envisager sans le contexte familial. Et ça, c'est important, quand on devient enseignant, vraiment, de comprendre que, en fait, certes, l'élève, nous, on le connaît au sein d'un groupe classe, mais l'élève, c'est avant tout un individu. Et que cet individu, il évolue en dehors de l'école, alors certes dans la cour, mais le soir il rentre chez lui, dans une famille, et que cette famille, en fait, elle a un impact aussi sur lui. Positif, négatif, neutre. Quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas concevoir l'élève sans prendre en compte la famille, sans prendre en compte l'environnement socio-économique, culturel de cet enfant, ou ce qu'il peut vivre. De même que des enfants, des fois, avec qui on va avoir des difficultés au niveau du comportement, dialoguer avec la famille, essayer de comprendre s'il y a la même problématique qui se passe à la maison ou s'il n'y a pas quelque chose qui se passe à la maison qui du coup rejaillit sur l'école, c'est hyper important. D'où le fait que du coup c'est important, cette loi elle est vraiment majeure, déjà parce que encore une fois elle invite le parent au sein de l'école, mais surtout parce que vraiment en fait le parent on en a, les parents on en a besoin. Voilà. Par contre comme toute loi, c'est-à-dire que c'est bien de poser une loi, maintenant ça ne fait pas tout, ce n'est pas magique, c'est pas révolutionnaire. C'est bien de dire on vous invite à participer à l'école, maintenant on sait que la réalité de terrain
et parfois tout autre. Pourquoi? Parce que déjà, comme je le disais, il y a des biais informatiques. Il y a des familles, la communication, pour beaucoup, elle s'effectue via les environnements numériques de travail, c'est-à-dire les ENT, ou en tout cas les plateformes qui sont mises en place pour communiquer. Il y a des familles, l'écrit c'est compliqué. Si on est sur des familles allophones, qui du coup ne parlent pas très bien le français, l'écrit c'est pas forcément facile. Alors, il y a des enseignants qui téléphonent, mais tout le monde aussi, en termes qu'enseignant, n'est pas forcément à l'aise avec le téléphone. Donc parfois on préfère passer par des mails, par l'écrit. L'écrit, ça peut être sujet à interprétation, donc il suffit qu'en fait, moi, animé d'une bonne intention, j'envoie un mail qui est mal interprété derrière, ou à l'inverse, le parent m'envoie un mail que j'interprète mal. Moi je remercie l'arrivée des smileys cette année sur les plateformes numériques, parce que vraiment au moins je peux mettre des petits smileys qui sourient. Voilà, donc en tout cas, c'est pas forcément parce que l'école invite et que on prête aujourd'hui un peu plus de place aux parents, que c'est pour autant facile pour les parents de venir. Faut aussi garder à l'esprit que beaucoup de parents, enfin, si vous êtes parents, je pense que vous le savez, en fait, l'école, on y est tous passés. On a tous une expérience avec l'école. Et ce qui fait que certains ont des expériences très positives avec l'école, certains n'ont pas d'expérience positive. Certains accordent une grande confiance en l'école, certains pas du tout. Et du coup, le fait de revenir à l'école, même quand on est parent et qu'on ne fait plus partie du système éducatif, pour certains, c'est anxiogène. Ou à l'inverse, pour certains, parler à un enseignant, c'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Soit parce que ils nous voient pas comme des êtres humains, ils pensent qu'on dort dans nos salles de cours, comme les élèves, soit en fait parce que pour eux, ils ont une image d'un enseignant qui peut-être aussi, ça s'est mal passé pour eux dans leur enfance, et du coup, en fait, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de biais qui entrent en ligne de compte, et qu'il faut prendre en compte aussi. Voilà, pour dire que les parents, faut un peu les prendre comme des élèves. Certains vont être des alliés indispensables, et vont tout de suite, en fait, vous allez vous comprendre, vous allez dialoguer ensemble, vous allez trouver un accord ensemble. Certains, va falloir y aller avec des pincettes. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est comme je vous dis, quand on appelle, je dis oui, je fais le signe de l'appel, alors qu'en fait maintenant plus personne fait ça comme ça. Quand on appelle des parents d'élèves, nous on les appelle en tant qu'enseignants et on va leur dire quelque chose sur leur enfant. Mais quand on leur dit quelque chose sur leur enfant, ça peut remettre en question pour eux beaucoup de choses. Moi j'ai beaucoup de parents, quand je les appelle, qui s'excusent. Et qui m'expliquent qu'eux n'étaient pas bons à l'école. Alors qu'on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler de leur enfant. Mais quand je parle de leur enfant, je remets possiblement en question leur éducation. Quand je dis votre enfant, voilà, il dort en classe, par exemple, en fait, je dis à quelle heure s'est-il couché. Donc je pose une interrogation intime et familiale. Voilà, et donc il faut faire très attention aux mots qu'on emploie, parce que l'idée c'est pas de faire culpabiliser les familles, c'est de bien expliquer que en fait, on est inquiet pour un enfant, que nous, on vient pour pouvoir dialoguer avec eux, pour essayer d'établir un contact, pour essayer de comprendre ce qui arrive à notre élève, et eux à leur enfant, leur fille, leur fils, et d'essayer de trouver une solution commune. Mais en tout cas, il faut faire très attention aux manières dont on s'exprime aux familles pour ne pas donner l'impression qu'on les blâme et qu'on les juge, parce qu'ils sont déjà eux-mêmes dans cette crainte du jugement. Alors, justement, si je reviens un petit peu sur notre fameuse loi du 8 juillet 2013. Donc cette loi, elle invite surtout les parents elle nous invite, nous enseignants, à considérer les parents comme 3 choses. Ce sont des médiateurs. Des médiateurs, pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont faire remonter les besoins de leur enfant. Des parents qui, en début d'année, vous envoient un mail pour vous dire, voilà, je vous rappelle que mon enfant a un PAP, a une notification de la MDPH, un GEVASCO. Je vous invite à aller revoir tous les acronymes de l'éducation nationale. Des parents qui vous informent sur ça, ça permet de faire le lien entre les années précédentes et de voir ce qui a été fait. De faire un point avec ces familles pour ces élèves à besoins particuliers pour savoir du coup si, je sais pas, s'ils sont sur une année à examen, s'il va falloir envisager des aménagements d'examen par exemple. Si les difficultés de leur enfant ont évolué, s'ils ont vu des améliorations ou pas, qu'est-ce qu'on pourrait corriger. Les familles, comme je vous disais, ils vont faire remonter du coup aussi les besoins et aussi le contexte familial. Je ne sais pas, je prends un exemple, il y a eu un décès dans la famille, des fois c'est bien qu'on le sache, pas pour faire circuler l'information, je rappelle que c'est du domaine du privé, ce qu'on vous confie c'est privé. Par contre, vous pouvez demander du coup à la famille, est-ce que vous m'autorisez à en parler à l'équipe pédagogique, afin justement qu'on soit vigilant pour votre enfant, qu'on s'assure que ça va quand même pour lui, enfin voilà, qu'on garde quand même un œil sur cet enfant si par exemple il y a quelque chose de compliqué qui lui arrive au niveau familial. Parce qu'il y a des enfants qui vont plonger au niveau scolaire quand il y a un décès par exemple, il y a des enfants qui vont se surinvestir, il y a des enfants qui vont ne rien ressentir et qui vont avoir du mal avec ça, certains pas du tout, enfin voilà, il faut aussi prendre en compte ça.
Ensuite, les parents, ce sont aussi, donc comme je vous disais, des partenaires éducatifs parce qu'ils transmettent à leurs enfants des valeurs et une éducation. Et là aussi, c'est là où je vous disais, il faut faire attention quand ensuite on va dialoguer avec eux parce que l'idée n'est pas de remettre en question leur éducation. Chaque famille vient avec ses valeurs à lui, parfois sa religion aussi, et du coup, nous, en tant qu'institution laïque, on n'est pas là pour parler de religion, mais par contre, on n'est pas là non plus pour remettre en question, alors à part si ça va à l'encontre des principes de la laïcité au sein de l'école, hein, j'entends pas au sein du domaine privé, et surtout si ça peut poser un problème à l'enfant qui du coup va impacter sa scolarité. Mais voilà, il ne faut pas être dans le jugement, il faut être dans la compréhension, comprendre aussi des fois qu'un comportement d'un enfant que nous, on a pu juger irrespectueux, en fait, des fois peut-être est le reflet de sa culture. Je vous donne un exemple. Moi, il y a un élève, il y a des années, je ne comprenais pas pourquoi il refusait de me regarder dans les yeux. Quand il me parlait, et que je lui demandais notamment de s'excuser suite à un comportement négatif qu'il avait pu avoir, il ne me regardait pas. Et donc, moi, j'insistais au départ en lui disant, en fait, quand on s'excuse, on regarde les gens dans les yeux. Avant de comprendre qu'en fait, lui, c'était un enfant qui était issu de l'immigration, je ne sais plus de quel pays, je crois que c'était le Mali. Je crois qu'il était arrivé du Mali. Enfin, il parlait très bien français et c'était un enfant qui était présent en France depuis plusieurs années, mais qui par contre, effectivement, avait toute une culture aussi dans lequel on lui... Ou du Sénégal. Oh, je sais plus. Bon, je suis désolée pour je crois que c'était le Mali ou le Sénégal. Ou Sénégal, quoi qu'il en soit, c'était du coup sur le continent africain. Mais lui, en fait, la famille m'avait expliqué que dans leur culture, le fait de ne pas regarder quelqu'un dans les yeux, c'est un signe de respect. C'est le fait qu'effectivement, on l'écoute et qu'on baisse les yeux parce qu'on reconnaît on a fait une faute. Alors que moi, dans ma culture française, j'étais en mode, non, faut me regarder. Donc ça, c'est important aussi de le prendre en compte. Et enfin, les parents, il y a aussi certains parents qui sont très engagés. Vous avez des parents qui sont investis dans l'école, au sein notamment des associations de parents. Nous, par exemple, on a la FCPE. Et donc, les parents, on va pouvoir les retrouver dans certaines instances, au conseil d'administration, au conseil de discipline. Et on va pouvoir, encore une fois, dialoguer avec ces familles-là. Eux vont pouvoir nous faire remonter des besoins des enfants, à l'échelle cette fois plus globale. Et on va pouvoir aussi, nous, faire remonter des besoins au niveau de l'école, au niveau de l'enseignement, de ce qu'on entend, de faire comprendre pourquoi on prend telle ou telle décision. Et encore une fois, l'idée c'est qu'on construise cette école en fait en commun. C'est d'ailleurs pour ça que les conseils d'administration sont composés de la direction, de représentants des enseignants, parfois de représentants du département et de la municipalité qui peuvent être invités à titre exceptionnel, et aussi d'élèves et de parents. Parce que les parents, encore une fois, ils ont quand même leur mot à dire. Et le mot à dire ne concerne pas que la cantine, même si je sais qu'en général, c'est vraiment le point important. Voilà, et donc comme je vous disais aussi, de même qu'il n'existe pas d'enseignant parfait, enfin sauf moi, bien sûr. Non, c'est une blague, rassurez-vous. Donc de même qu'il n'existe pas d'enseignant parfait, il n'existe pas non plus de parents parfaits. Et comme je vous disais, il y a une grande partie des parents qui vont quand même apparaître comme des soutiens aussi envers leurs enfants, mais il y a aussi des parents qui vont être totalement démissionnaires ou des parents qui vont être totalement dépassés. Soit parce que, je vous prends un exemple qui arrive régulièrement, je vous prenais tout à l'heure, la fatigue. Moi, j'ai beaucoup de parents qu'on retrouve du coup en réunion et on leur dit « Madame, votre enfant dort en classe ». Ah bon, il est fatigué, à quelle heure se couche-t-il? À 21h. Le téléphone, où est-il? Le téléphone, il est posé sur la table de chevet, ne vous inquiétez pas, il s'en sert pas. L'enfant, c'est un adolescent. Adolescent égale principe, contester le règlement. Voilà, pousser les limites. Donc en fait, des fois, les parents, eux, je vais vous dire quelque chose qui peut-être va être un peu... à ne pas mal interpréter, j'allais dire, parfois les parents sont un peu naïfs, mais pas par méchanceté, juste parce que ils font confiance à leurs enfants. Et l'idée, c'est pas d'arriver et de dire « Hey, t'as pas compris qu'il fallait lui enlever le téléphone ?» Non, c'est d'expliquer, en fait, peut-être que votre enfant, certes, c'est la prunelle de vos yeux, l'amour de votre vie, mais c'est aussi un adolescent qui est en contestation et en rébellion. Et donc, et au-delà de ça, un téléphone à côté, posons-nous la question, nous adultes, on a déjà du mal en fait à lâcher nos appareils numériques. Donc, bien sûr qu'un adolescent, il est tenté, voilà. Et donc, voilà, l'idée c'est aussi d'apporter des fois des solutions aux familles ou de leur faire prendre conscience de certaines choses. Si je reprends le téléphone, les réseaux sociaux, beaucoup de familles ne connaissent pas certains réseaux sociaux ou ne comprennent pas, ne connaissent pas l'impact que les réseaux sociaux, que le fait de passer des heures sur les écrans peuvent avoir aussi sur du coup la fatigue
sur l'irritabilité, sur le fait d'avoir du mal à se concentrer, le fait d'avoir du mal à dormir, le fait d'avoir cette impression d'être constamment stimulé et après du coup de s'ennuyer. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, pas qui peuvent s'expliquer que par les écrans bien sûr, hein, mais il y a des choses qui peuvent être expliquées aux familles et qui peut en fait, quand on est sur un dialogue, leur faire comprendre que c'est pas qu'on remet en cause leur éducation, c'est juste que ils ne le savaient pas, c'est pas grave, on apprend, l'école est là pour apprendre et voilà, et pour trouver encore une fois une solution commune. Donc de façon générale, ce que je vous conseille pour pouvoir établir un climat de confiance avec des familles, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est de toujours adopter une posture qui soit bienveillante, c'est-à-dire qu'il faut montrer de l'empathie face aux préoccupations que vous emmènent les parents. Même si vous jugez que c'est non, ça vous intéresse pas, c'est pas grave, on vous a juste dit qu'il avait perdu, j'en sais rien moi, dans sa sucette, mais si vous êtes en maternelle, oui, moi au collège ils perdent pas leur sucette, mais voilà, si c'est juste on vous dit elle est très stressée en ce moment, on sait pas pourquoi, vous dites pas non ça va, c'est bon, le stress, tout le monde en a eu dans sa vie, ça ne m'intéresse pas. En fait, il faut montrer de l'empathie parce que plus vous serez empathique, plus vous aurez une posture de bienveillance, plus les parents, du coup, vous accorderont aussi de la confiance et seront rassurés. Parce qu'une grande partie des parents, il suffit de les rassurer très vite, de dire vous inquiétez pas, on regarde, on surveille, on fait attention, voilà, et ça s'arrête là. Ensuite, c'est aussi d'instaurer des canaux de communication réguliers. Je vous parlais des environnements numériques de travail, ça peut être avec certaines familles de leur téléphoner, l'idée c'est pas de les appeler tous les jours évidemment, d'essayer aussi, alors même si je sais, bon c'est pour ça que je vous dis le téléphone, moi je trouve que c'est bien parce que le problème de l'écrit c'est que ça peut être sujet à interprétation. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le téléphone, vous pouvez inviter les parents à venir du coup lors d'une réunion pour pouvoir discuter. Si vous n'êtes pas non plus à l'aise parce que vous avez peur du coup que le parent soit vindicatif ou que vous ne savez pas communiquer, n'hésitez pas dans ce cas-là à demander un rendez-vous en présence d'un personnel de la direction ou d'un collègue de travail. Vous pouvez faire aussi la rencontre avec un autre enseignant. Alors après l'idée c'est pas non plus d'arriver avec 6 enseignants face à un parent, faut pas non plus déstabiliser le parent. Et voilà, ça peut aussi être une possibilité. Et du coup, de passer cette fois-ci par plutôt... Enfin, la communication avec quelqu'un où vous êtes face à face, alors ça peut arriver que des fois des paroles prennent mal, comme des enseignants peuvent très mal le prendre, et voilà, on reste des humains, mais c'est toujours plus facile d'instaurer un dialogue quand on a la personne soit au téléphone, soit quand on est face à face, que quand on est à l'écrit. Donc, j'aurais tendance à vous conseiller de privilégier ça. Si l'écrit fonctionne très bien, si ça ne marche pas, voilà, de privilégier plutôt un contact qui soit oralisé. Et vous pouvez aussi instaurer, donc je vous disais, un dialogue régulier. Là, si vous appelez ou prenez rendez-vous, on est plutôt sur de l'individuel, mais au niveau du collectif, moi je trouve que ça peut être pas mal de faire aussi un petit point. Alors, quand j'entends régulier, ça peut être une fois par trimestre. Alors certes, vous allez me dire, il y a le bulletin, oui, mais il y en a qui lisent pas le bulletin. En plus, maintenant, ils sont dématérialisés, donc c'est encore pire. Mais par contre, de pouvoir envoyer un message global sur ce que vous avez pensé de la classe, par exemple. Même si on sait que c'est toujours mieux d'individualiser parce qu'en fait si c'est groupé on ne se sent pas forcément toujours concerné. Ensuite il y a aussi la question comme je vous disais de privilégier une approche qui soit collaborative quand vous parlez, c'est-à-dire que vous appelez pas en disant vous n'avez pas fait, ou en tout cas en essayant de pointer du doigt du coup le problème. L'idée c'est plutôt on essaie de trouver des solutions ensemble. Je vous donne un exemple, la dernière fois j'ai un de mes élèves, il ne sortait pas ses affaires, il ne travaillait pas, plutôt d'envoyer un message en disant votre fils ne travaille pas, voilà, il ne sort plus ses affaires, je ne suis pas contente, je vais lui mettre une croix. J'ai envoyé un message en disant, voilà, je m'inquiète pour Maxence, je constate depuis 2 mois qu'il ne sort plus ses affaires sans qu'on lui demande, qu'il faut être derrière lui, qu'il ne travaille plus, je suis inquiète, avez-vous constaté la même chose que moi? Est-ce que nous pourrions discuter ensemble pour trouver une solution? Bon, le lendemain, l'enfant sortait ses affaires sur la table et se mettait à travailler. Des fois, il suffit juste d'informer les parents pour régler un problème. Voilà, pas toujours magique non plus. Quand même. Et enfin, je pense que ce qui est important surtout, c'est de créer de la transparence et une cohésion éducative. C'est-à-dire que expliquez ce que vous faites pour éviter tout malentendu. Des fois, les parents, en fait, ils ne comprennent pas ce que vous faites, et comme ils ne comprennent pas, ils pensent que vous êtes, du coup, dans le côté « je réprimande », ou dans l'injustice. Autre exemple, la dernière fois, j'ai des élèves ont regardé du coup une vidéo, enfin on a regardé Nuit et brouillard, qui est un documentaire sur la Shoah, et j'ai des élèves qui ont rigolé.
Donc, je leur ai mis une punition, ils ont eu 2 heures de retenue avec un travail sur le fait de pourquoi, en fait, on ne peut pas rire de tout. Et pourquoi certaines choses, en fait, c'est suffisamment grave pour que, on ne se permette pas ce genre de comportement. Bon, il y a un des élèves qui a totalement reconnu les faits et qui était, a priori, plus responsable que l'autre. Pour autant, j'ai quand même puni l'autre. Donc, les parents, effectivement, ont envoyé des messages en disant « je ne comprends pas, machin, parce que... » Et donc, en fait, j'ai expliqué que, certes, peut-être qu'il avait moins pris part à cette rigolade que son camarade, pour autant il allait aussi être puni. Pourquoi? Parce que déjà c'est pas la première fois qu'il rigolait, parce qu'il avait déjà eu d'autres comportements. J'ai explicité précisément en disant voilà, il est aussi concerné, alors peut-être pas au même degré, néanmoins ça lui permettra peut-être quand même de réfléchir, alors il a peut-être moins ri fort que l'autre, mais il a ri quand même. Voilà. En fait, finalement, le fait d'expliquer, le fait de discuter avec les parents, le fait aussi de rester quand même sur ma position, de dire en fait, j'ai pris une décision, votre enfant va avoir 2 heures de retenue, ça va s'arrêter là. Je ne vais pas stigmatiser votre enfant, il ne va pas être détesté au cours de l'année, je ne vais pas dire que parce qu'il a ri face à une vidéo, toute sa vie, en fait, je vais lui en vouloir. Juste, je vous explique, il a fait une erreur, il a ri, il ne le fera plus, on va faire une petite heure de retenue, ça va lui passer, voilà. Et en fait, au final, en dialoguant avec les familles, ça s'est fait tout seul. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Moi, ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo justement pour parler du rapport avec les parents d'élèves, parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, on parle beaucoup des élèves, on parle beaucoup des enseignants, ce qui est normal, hein, encore une fois, c'est le cœur de notre métier, mais vraiment, j'insiste, il faut pas oublier les parents, parce que c'est vraiment, en fait, des personnes avec qui vous pouvez travailler en commun. C'est vraiment très important, et en plus, enfin, moi, j'ai des parents d'élèves avec qui j'ai noué de très bonnes et de très belles relations, que je remercie beaucoup. Il y a des parents qui sont ultra soutenants, il y a des parents qui envoient des messages à la fin de l'année qui font extrêmement plaisir à recevoir aussi. Voilà, bien sûr que vous allez travailler en priorité avec les élèves, mais les parents sont vraiment, vraiment importants, d'autant plus quand vous êtes dans des petits niveaux, parce que c'est aussi, encore une fois, considérer l'enfant... Pardon, c'est un truc qui est tombé. C'est considérer du coup l'enfant dans son individualité et surtout aussi dans son environnement social et familial, qui est important, et culturel aussi, parce que ça aussi fait partie du coup de sa vie, et de considérer que c'est pas juste un élève, c'est en fait un enfant qui évolue dans une famille, et que cette famille elle existe aussi, et que cette famille des fois elle a besoin d'être écoutée, d'être rassurée, et voilà, je pars encore une fois du postulat que ça ne fera que de vous un meilleur enseignant du coup, de vous intéresser aussi aux familles, de discuter avec eux, et voilà, et d'adopter cette posture bienveillante, et de ne pas être dans les malentendus, pour qu'on montre qu'en fait on est là pour travailler en commun, et qu'il s'agit de blâmer personne. Voilà. Bon écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me dire d'autres sujets de vidéo que vous aimeriez aborder, que j'aborde, pardon. Aborder, que j'aborde, c'est la même chose. Et vous n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou de partager la vidéo, ou de liker, ou voilà. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.